On le sait, la situation des troupes ukrainiennes est très compliquée dans plusieurs secteurs du front. Et elle pourrait encore plus se compliquer ces prochaines semaines, alors que les troupes russes continuent leurs avancées à l'est et prépareraient des actions offensives de grande ampleur au sud et dans l'oblast de Koursk. On comprend le moment très particulier dans lequel on est juste après la réélection de Donald Trump, donc qui pourrait ouvrir l'opportunité de négociation. Mais en Ukraine, dans l'immédiat, la menace d'une nouvelle poussée russe remet au centre du débat public la question de la mobilisation et la réflexion sur les buts de guerre. On parle désormais ouvertement d'une crise de la mobilisation, ce qui pourrait forcer les autorités ukrainiennes à prévoir ce qu'elles ne voulaient pas prévoir auparavant, c'est-à-dire une clause de démobilisation. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de la pression que les avancées russes mettent sur le dispositif défensif ukrainien et notamment sur les ressources humaines de ses forces armées. Donc ces derniers temps, les rapports se font assez alarmistes dans plusieurs secteurs du front ukrainien. On a évidemment Kurakhove qui est dans une poche qui se rétrécit inlassablement et comme tant d'autres villes auparavant, eh bien son sort semble plus ou moins scellé, sachant qu'avec la perte de Kurakhove, les Ukrainiens vont perdre une nouvelle place forte et permettre aux Russes d'avancer encore plus vers l'ouest. Ce qui fait que les analystes pour le Center for Defensive Strategies, le CDS, estiment que le front pourrait même glisser de 30-35 km vers l'ouest d'ici la fin de l'année, ce qui serait un changement majeur par rapport à la quasi-stagnation du front en 2023 et dans les premiers mois de 2024. Pokrovsk, Toretsk et plus au nord Kupiansk, on en a déjà parlé, ce sont des cibles russes de plus en plus vulnérables. Et en parallèle, les Russes amasseraient une force conséquente au sud de Zaporizhia pour y lancer un assaut. Et dans l'oblast de Koursk, un corps de 50 000 hommes, donc des Russes mais aussi des Nord-Coréens, serait sur le point de relancer une contre-offensive de grande ampleur pour reprendre un peu plus du territoire qui est occupé par les Ukrainiens depuis début août. S'ajoute à ça la question des attaques aériennes, puisque la Russie n'a pas utilisé de missiles balistiques ou hypersoniques depuis déjà quelques temps. Elle emploie principalement des drones, ce qui laisse à penser que les Russes se constituent des stocks en vue d'une attaque massive, notamment sur les infrastructures énergétiques, une fois que les températures seront véritablement tombées. L'objectif russe, il semble clair, il s'agit de conquérir le plus possible de territoire et d'affaiblir l'Ukraine le plus possible avant que Donald Trump ne revienne au pouvoir et ne propose ou impose une formule de paix, quelle qu'elle soit. Donc on verra ce qui se passera et effectivement s'il y aura des offensives russes et des mouvements sur la carte d'ici là. Mais en Ukraine, cela relance depuis déjà quelques semaines l'épineuse question de la mobilisation. Donc à l'heure actuelle, on a entre 1 million et 1 300 000 personnes qui sont sous les drapeaux. Donc ce sont majoritairement des hommes, mais il y a aussi une part non négligeable de femmes. Et le ministère de la Défense a annoncé vouloir recruter 160 000 personnes de plus dans les prochaines semaines, les prochains mois. Cela permettrait de compléter les effectifs des différentes unités à environ 85% de leurs besoins. Pour Roman Kostenko, le secrétaire du comité parlementaire aux questions de défense, il en faudrait en fait 500 000. Ce qui était un chiffre qui avait été avancé auparavant, mais qui paraît clairement hors de portée. Certains analystes doutent même de la capacité de mobiliser 160 000 hommes de plus, et ils considèrent qu'un objectif raisonnable, c'est 100 000 nouvelles recrues. Parce qu'il faut bien dire que les efforts de mobilisation et de recrutement, eh bien, ils se heurtent à des obstacles réels. Donc avant que j'entre dans le vif du sujet, je tiens à préciser que la Russie connaît aussi de sérieuses difficultés dans la gestion des ressources humaines de ses forces armées et que le fait que la mobilisation ne se passe pas de manière optimale en Ukraine ne veut pas dire que l'Ukraine va s'effondrer du jour au lendemain, loin de là. Alors si je commence à lister les obstacles, il y en a déjà un de taille, les exemptions, puisque selon les derniers chiffres que j'ai vus, il y a environ 1 million et 1,5 million de personnes qui bénéficient d'une exemption. Les raisons, elles sont multiples, comme le statut familial ou l'état de santé. On sait qu'il y a beaucoup de corruption dans ce secteur de la mobilisation, mais ça n'explique pas toutes les exemptions, parce que l'essentiel des dérogations, elles sont accordées à des actifs qui travaillent pour des entreprises qui sont censées être reconnues comme stratégiques et qui accordent donc une protection à leurs employés. L'appréciation de ce statut, elle est très relative et les autorités ont déjà
déjà travaillé ces dernières semaines à le remettre en cause. Visiblement, il va y avoir des changements de statut dans ces entreprises stratégiques ou non stratégiques à partir du 1er décembre, mais jusqu'à présent, ça a été une donnée à prendre en compte. Deuxième obstacle, il y a du côté de l'État des contraintes et des insuffisances en termes d'accueil des nouvelles recrues, en termes d'entraînement et en termes d'équipement. Ce qui est loin de motiver d'éventuelles recrues à rejoindre les rangs de l'armée. Ce sont des questions qui se sont beaucoup améliorées ces derniers temps, mais il reste quand même un certain nombre de problèmes et des différences critiques en fonction de l'unité à laquelle on est affecté. Et par exemple, la durée et la qualité d'une formation militaire peuvent varier du tout au tout en fonction de l'unité à laquelle on est affecté. On a aussi des cas de mauvaise gestion, donc que ça soit au niveau individuel ou collectif, et tout ça, ça pèse sur les familles des recrues, sur l'opinion publique et sur les personnes qui se poseraient la question de rejoindre ou non les rangs de l'armée. Quand on pense à mauvaise gestion, on pense notamment à mauvaise gestion d'équipe et mauvaise gestion des ressources. Là, ces derniers temps, on a vu par exemple pas mal de personnel médical être affecté à des positions d'infanterie, ou à l'inverse, des soldats qualifiés qui ont été employés à des tâches administratives. Tout cela a entraîné au fil des derniers mois des cas d'insubordination, de protestation, mais aussi de désertion, et évidemment ça pèse sur le moral des troupes, mais aussi sur le moral de la société à l'arrière. Bon, tout cela évidemment ça traduit un certain malaise dans certaines unités de l'armée. Cela étant dit, il y a toujours un flot continu de quelques milliers de volontaires qui signent des contrats chaque mois, donc ce n'est pas non plus comme s'il y avait un rejet total. Un autre facteur démotivant, c'est que la loi de mobilisation qui est passée au printemps 2024 ne contenait pas de clause de démobilisation. Ce qui fait que la plupart des volontaires et des recrues de 2022 sont toujours sous les drapeaux. Évidemment avec l'état de fatigue, de frustration et de démotivation que l'on peut imaginer. Ce qui fait que beaucoup de potentielles nouvelles recrues refusent de signer un chèque en blanc à l'armée et donc d'être recrutés, d'être enrôlés sans perspective de fin de contrat. Et ce sentiment, il est renforcé par des prises de position publiques, donc de soldats actifs ou de vétérans. Un des derniers scandales en date, c'est un soldat qui s'était enrôlé volontaire en 2019, donc avant l'invasion, et qui a annoncé publiquement, à travers un post sur ses réseaux sociaux, qu'il quittait ses fonctions, et donc effectivement qu'il désertait, parce que l'armée ne lui proposait aucune perspective de fin de contrat après 5 ans de service. Inutile de dire que l'affaire a fait grand bruit, et qu'elle a encore plus pesé sur l'opinion publique, et alimenté ce sentiment de défiance vis-à-vis de l'armée, mais principalement des services de recrutement. Ces mêmes services qui ne sont pas toujours très subtils ou délicats dans leur approche, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui saisissent encore aujourd'hui des hommes à la sortie du métro, du magasin ou de concerts pour les emmener directement au bureau de recrutement. En Ukraine, on appelle ça la bussification, ce qui est un qualificatif très peu glorieux et qui rejaillit directement sur le pouvoir politique. Ça a poussé une quantité d'hommes difficiles à déterminer à tenter de partir à l'étranger ou à entrer dans la clandestinité, ce qui entretient par là même une économie parallèle, une évasion fiscale et qui pose aussi un problème de fonctionnement des institutions, puisque certaines personnes sont tout simplement sorties de la vie publique et par exemple ne renouvellent même plus leur permis de conduire ou d'autres documents administratifs élémentaires par peur de se présenter à n'importe quelle administration et d'être dénoncés. Cette question de la démobilisation, elle est critique et Roman Kostenko, donc le secrétaire du comité parlementaire aux questions de défense que j'ai déjà mentionné, il vient d'annoncer que le ministère de la Défense prépare un projet de loi sur la démobilisation qui devrait être prêt à la mi-décembre. On ne sait pas encore les contours de cette loi, ni ce que ça impliquera pour les soldats qui sont actuellement mobilisés, mais ça montre que l'exécutif a compris que cette situation n'est plus tenable. Dans cette problématique de la mobilisation se pose aussi la question de l'âge du recrutement. Il est aujourd'hui établi entre 25 et 55 ans, 60 ans pour les officiers, et on entend souvent des appels à baisser cet âge de recrutement, donc de 25 ans à 18 ans. Mais d'une part, ça n'apporterait pas grand-chose, puisque quand on regarde la pyramide des âges, on voit que le potentiel de population masculine entre 18 et 25 ans, eh bien, il est assez faible, mais aussi mobiliser les très jeunes pourrait avoir des conséquences démographiques catastrophiques pour l'Ukraine, sachant que déjà les perspectives
perspectives ne sont pas encourageantes. Vous pouvez regarder ma dernière vidéo sur le sujet qui est ici. Et puis aussi, mobiliser les très jeunes, ça se heurterait à une levée de bouclier de la population, notamment les 30-50 ans, ceux qui sont en grande majorité mobilisés dans l'armée en ce moment, puisque une idée qu'on entend très souvent ici en Ukraine, c'est que eux font la guerre pour que leurs enfants n'aient pas à le faire dans le futur. Et donc il y a aussi ici une dimension générationnelle à prendre en compte. J'ai fait à peu près le tour de la question, ou en tout cas des questions que je voulais évoquer. Si vous voyez d'autres raisons pour lesquelles la mobilisation ne se passe pas de manière optimale, eh bien n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. En tout cas, on le voit, la question du recrutement, elle reste particulièrement épineuse dans la 3e année de la guerre. Elle l'est tout autant en Russie, pour le rappeler de manière très brève, mais bon, déjà, le bassin de population, il n'est pas le même. Et puis, le Kremlin, il a procédé beaucoup plus tôt à des vagues de mobilisation partielle ou encore à des campagnes de recrutement dans les prisons. Les autorités ont aussi adopté des récompenses financières pour motiver des volontaires, et donc il y a un flux qui est plus régulier pour alimenter l'armée russe, et globalement, il y a un effet de masse qui est bien supérieur à celui de l'Ukraine. Même si on voit à travers les blogueurs militaires russes, les 1000 blogueurs, des problèmes similaires à ceux de l'Ukraine, d'organisation, de gestion, d'équipement, des cas de personnel qualifié qui sont affectés à des positions d'infanterie, ça s'est dénoncé assez souvent aussi. Il y a aussi la question de la stratégie militaire, puisque certes les opérations en cours, elles se traduisent par des gains territoriaux, mais au prix de très lourdes pertes. Et puis aussi, donc, j'ai évoqué ce phénomène de masse, mais le fait que des soldats nord-coréens se soient rendus à Koursk pour aller combattre l'Ukraine, eh bien ça veut dire que la Russie, elle est quand même en manque de personnel. Sachant que avant de se tourner vers les forces régulières de Corée du Nord, les Russes ont aussi recruté parmi d'autres nationalités. Et je vous mets par exemple dans la description le lien vers une enquête très récente de France 24 sur le recrutement de Sri Lankais dans l'armée russe. Et puis j'ai mentionné les motivations financières qui ont été adoptées par le Kremlin, mais justement, il y a 2 jours, Vladimir Poutine a réduit les primes qui étaient allouées aux blessés jusqu'ici de manière systématique. Et ça trahit aussi quand même des difficultés financières du côté russe. Il y a encore une idée que je voudrais aborder dans la comparaison entre les 2 pays, c'est que l'apparition et l'expression des frustrations et des protestations en Ukraine démontrent encore une fois que c'est un État ouvert et pluriel, qui reconnaît le poids de l'opinion publique et de la société civile, et qui plus généralement accorde une place centrale à l'individu. Ce qui est un modèle aux antipodes de la Russie de Vladimir Poutine. Bon, je vais terminer cette vidéo qui est un peu longue en rappelant que les problèmes liés à la mobilisation et au recrutement en Ukraine, eh bien, d'après tout ce qu'on a vu, elles ne sont pas liées à un déficit de patriotisme ou à un refus de lutter pour la préservation de l'indépendance de l'État. Cette crise de la mobilisation, elle est expliquée par des problèmes bien concrets qui ne sont pas en soi insurmontables. Et pourquoi je dis ça? C'est pour rebondir sur le commentaire de certains analystes que vous avez probablement déjà entendu, qui comparent la période en cours à l'année 1916 de la Première Guerre mondiale. Parce que aussi, à la 3e année du conflit, les belligérants connaissaient de sérieuses tensions en interne, de graves problèmes de ressources humaines, des incertitudes et du découragement. Et l'Ukraine et ses partenaires occidentaux, eh bien, ils sont plus ou moins dans cet état-là, mais rien ne dit que l'Ukraine ne peut pas surmonter ces difficultés et connaître un sursaut dans les prochains mois. La grande question, à mon sens, étant de savoir si elle en aura le temps, puisque, comme je l'ai dit, les Russes veulent avancer le plus loin possible avant que l'administration Trump ne s'installe à la Maison-Blanche et n'intervienne avec une proposition de plan de paix. Ça, il est garanti qu'une telle initiative arrivera dans un futur proche, et donc on verra dans quel état l'Ukraine sera à ce moment-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.